la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Bonjour, je m'appelle Alexandre Normando. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers du patrimoine. Avec nous, archiviste en chef au Centre du patrimoine, Eva Jansen. Elle nous partage son expertise sur les archives, les méthodes de préservation, la numérisation et la diversité des documents qui sont conservés. Merci Eva d'être ici avec nous pour cette entrevue sur le Centre de patrimoine, sur ton parcours, sur l'histoire, comment on trouve l'histoire, puis tout ça. Oui. Est-ce que tu pourrais juste te présenter, puis parler aussi de ton rôle au Centre du patrimoine? D'accord. Moi, je suis Eva Jansen. Je suis l'archiviste en chef au Centre du patrimoine, géré par la Société historique de Saint-Boniface. Je suis l'archiviste en chef depuis mai 2024, à temps plein. Je suis en charge de tous les archives qui comptent plus que 750 fonds ou collections. Fonds, c'est un mot français qui décrit les collections d'archives. Oui, c'est ça. Oui. Alors, depuis mai 2024, je suis en charge d'une équipe de 2 personnes pour le moment, mais nous accueillerons notre nouvel archiviste numérique dès lundi qui vient. Oui, alors ce sera une équipe de 3 personnes. Moi, un assistant et l'archiviste numérique. Super. Puis, archives, c'est quoi les archives? Pourrais-tu me décrire un petit peu, c'est quoi le rôle des archives? Le rôle des archives, c'est de préserver et de promouvoir les histoires, les cultures, les langues, oui, tout ça, des organismes, des communautés, des individus. Alors, tout ce qui fait partie de notre société. Oui, alors les différences entre les archives et les bibliothèques sont nombreuses. Premièrement, les archives conservent les sources primaires, c'est-à-dire les histoires, les documents institutionnels ou personnels des organismes, des individus qui ne sont pas toujours publiés. Puis ça peut comprendre les journaux intimes, la correspondance, les rapports, les procès-verbaux d'un organisme, les rapports internes ou externes, tout ça. Alors, tout ça, ça reflète toutes ces activités de l'organisme ou de la vie d'une personne, reflète la vie de cet organisme ou de cette personne. Alors, ça, c'est important pour garder compte. C'est pour préserver la responsabilité, pour préserver la mémoire. So, en résumé, on pourrait dire que comme les archives, c'est vraiment tout ce qui est pas publié, tout ce qui est un petit peu caché derrière. C'est ça. Okay. C'est ça. Mais il y a quand même des choses dans des archives qui sont publiées, mais quand même, mais je dirais que la plupart de ce qui est dans les archives n'est pas publié. Puis, pourrais-tu me parler un petit peu de comment on trouve les archives, comment on trouve cette histoire qui n'est pas vraiment présente ou pas vraiment publiée? Comment est-ce que vous faites au Centre de patrimoine pour trouver les archives?
D'habitude, ce sont les donateurs, ce sont les organismes qui nous viennent pour nous donner leurs documents. Leurs documents qui ne sont plus en opération, qui ne sont plus nécessaires pour l'exploitation quotidienne. C'est-à-dire, ce sont les documents anciens. Oui, c'est ça. Et les donateurs individuels aussi. Alors, les personnes, les institutions, les écoles, les commerces, tout ce qui est dans notre société, même l'archidiocèse. L'archidiocèse de Saint-Boniface, par exemple, nous a donné leurs documents comme leur registre sacramentel, mais c'est pas à nous, c'est pas notre propriété. C'est toujours la propriété de l'Église, mais nous avons entré dans une entente pour garder pour une durée indéterminée. Wow. Leurs archives. Pourrais-tu aussi nous parler tu nous parles un petit peu de l'archidiocèse, mais pourrais-tu parler d'où viennent les archives? Est-ce qu'ils viennent hors du Manitoba? Est-ce qu'ils sont restés dans le Manitoba ou la plupart sont du Manitoba? Ben, pour l'archidiocèse de Saint-Boniface, c'est juste l'archidiocèse de Saint-Boniface. On a aussi des documents de l'archidiocèse de Keewatin-le-Pas, mais ces archives sont plutôt fermées au public. Oui, mais c'est pour la conservation. Alors, nous les gardons pour bien les conserver. On a aussi comme un tiers de nos fonds, de nos collections, s'agit de documents religieux. Alors, les documents viennent des ordres religieux, des congrégations religieuses aussi, comme les Ursulines, les Sœurs de Saint-Nom de Jésus et de Marie, les Sœurs Sauveurs, les anciennes chanoinesses, ainsi que les missionnaires oblates et les oblats de Marie Immaculée, province du Manitoba. Et pourquoi qu'un tiers de ces archives ou la plupart des archives sont religieuses? Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce qu'il y a juste plus de documents conservés avec? Oui, je pense que la plupart de ces collections sont venues les archives dans le passé ont été préservées dans les cathédrales de Saint-Boniface. Alors, c'est comme... C'était juste... Une façon de faire. Façon de faire. Je ne sais pas c'était quoi la chaîne de position et puis de donation. Je ne sais pas. Pas de donation parce que je sais que je vous ai déjà dit que ce n'est pas notre propriété. Oui, c'est vrai. Mais puisque nous sommes liés, comme la Société historique de Saint-Boniface a été fondée en 1902, puis il y avait des prêtres sur le conseil d'administration. Alors, l'Église était toujours liée dans la société ancienne, dans notre communauté. Là, l'Église a joué un rôle très important. Alors, pour ça, les documents de l'Église faisaient toujours partie de notre société historique. Intéressant. Puis, ça, c'est seulement un tiers des archives. Pourriez-vous parler des autres 2 tiers? Qu'est-ce que vous avez d'autre qui n'est pas religieux? Nous avons les archives de la division scolaire franco-manitobaine, d'Étienne Gabory. Nous avons beaucoup de documents de M. Gabory, ancien architecte à Saint-Boniface. Les fonds de Louis Riel. c'est un de nos fonds iconiques. Alors, des documents de lettres de Louis Riel, de Gabriel Roy, la maison Gabriel Roy. Nous n'avons pas le fonds Gabriel Roy, mais je veux juste clarifier que nous avons quelques documents de Gabriel Roy, pas l'intégrité de sa collection. Nous avons des documents de Roger Léveillé, écrivain ici à Saint-Boniface, de Bernard Muller, artiste visuel. Je manque
beaucoup Mais il y a gens, tellement tellement de d'archives. familles, Ouais. des familles qui nous ont Donner leur, laissé, leur arbre, leur histoire. Oui. oui. Ouais. Juste pour Des préserver, documents n'est-ce pas? personnels. Ouais. Yeah. Alors, nous avons le privilège de garder Mhm. ces documents. Alors, on voit que les archives sont vraiment précieuses. Puis, d'ailleurs, on a pu le voir encore plus, j'imagine, quand on a perdu une grande partie des archives dans l'incendie de la cathédrale, n'est-ce pas? Oui, la cathédrale a brûlé en 1968 et Il y a on a beaucoup de- perdu ouais. beaucoup de documents très précieux, Mhm. tels que les baptêmes, les mariages, les registres de baptême, de mariage, de sépulture de 1820, par exemple, comme dans les années... Quand la cathédrale a été bâtie, je présume? Oui. Yeah. Alors, lorsqu'on a perdu ces documents, on a décidé de déménager toutes les archives de la Société historique au Collège Saint-Boniface. Qui est maintenant le collège Qui est maintenant Ouvrier. l'Université de Saint-Boniface. Oh, l'université. Oui. Saint-Boniface. Collège Saint-Boniface est devenu Collège universitaire de Saint-Boniface, Oui. puis après Université de Saint-Boniface. C'est vrai. Oui. Aussi, pourrais-tu nous dire quelle figure historique qu'on a perdu le baptême de... Oui, de Louis Riel. On n'a pas le baptême, l'acte de baptême de Louis Riel. Je pense qu'il a été brûlé. Wow, oui. Wow, Oui, on a des morceaux de registre, des morceaux brûlés. On voit le brunissement, on voit la déchirure au bord de ces documents. C'est triste. Oui. Puis, maintenant, vous avez numérisé ces documents, je présume? Oui. Puis on a des photocopies quand... oui, on a des photocopies. Alors, avec les photocopies, on peut faire des copies certifiées pour les descendants OK, cool. de tous ce qui ont vécu ici à Saint-Boniface. Wow. Oui. Vraiment, vraiment inspirant. Oui. Puis, je pense que c'est important d'aller le fait de numérisation. Numérisation. Oui, c'est vraiment important. Puis, vous allez probablement avoir quelqu'un pour faire ça. Puis maintenant, c'est quoi les techniques que vous utilisez maintenant pour numériser vos documents? Oui, je veux juste clarifier qu'on n'a pas numérisé ces actes de baptême. On a fait de photocopies, puis pas après l'année 1917 parce que ça touche à l'information privée. Alors, c'est juste pour les anciens registres. On a fait des photocopies. Oui. Puis, c'est pas accessible juste dans certains cas. OK, cool. Ouais, ça a du sens, ça. Ouais. Mais oui, parle-nous de la numérisation. Numérisation, oui. C'est ça. Oui. Pourquoi c'est important maintenant de faire ça? C'est toujours important d'avoir des copies de sécurité de documents, mais malheureusement, on n'a pas les ressources ni le personnel. Et c'est un problème pour toutes les archives partout. On a beaucoup de documents, comme des kilomètres de documents physiques. Et on n'a pas les moyens de numériser le tout. Alors... est-ce que ça donne comme un risque, presque, comme si quelque chose irait mal, comme c'est mieux d'avoir quelque chose numérisé, ou ce que ça donne comme... Oui, mais avec les choses numérisées, c'est un risque aussi parce que la technologie devient obsolète. Et on a besoin de protéger, de migrer les informations numérisées sur des formats permanents qui pourraient être retrouvés dans l'avenir par les chercheurs.
Parce que si c'est obsolète, ça ne sert à rien et à personne. C'est vrai. Moi-même, j'ai une famille, puis j'ai des enfants qui sont maintenant des jeunes adultes. Puis dans le temps, on a fait des vidéos dans des formats qui sont maintenant obsolètes. Puis je n'arrive pas à ouvrir ces vidéos. Wow. Oui. Alors, pour ce qui concerne les archives, c'est très important pour l'archiviste numérique de pouvoir conserver les documents d'une façon que dans l'avenir, on pourrait les retrouver, les visionner facilement. Est-ce qu'il y a des façons d'archiver qui ne sont pas... Comme les vidéos, oui, sont obsolètes, mais est-ce qu'il y a des façons est-ce qu'il y a des formes qui ne sont pas obsolètes? Oui, et c'est pas mon champ. Moi, je suis pas formée à l'archivistique, à la conservation numérique. Alors oui, il y a des logiciels, des technologies qu'on utilise dans ce domaine pour migrer les documents au format plus permanent, on dirait. Ouais. Juste en parlant de la numérisation, est-ce que tu penses que c'est pour préserver plus ou pour donner accès aux grands mondes? Les deux. Oui. Les deux. Tu parlais sur ça? Oui. Quand on fait la préservation, on fait 2 copies. On fait une copie de qualité très haute. C'est pas pour l'accès public. Ça, c'est pour la conservation. On fait une autre copie pour le public. Et c'est une qualité moins haute. Oui. Par exemple, les photos JPEG sont de qualité moyenne, sont pour le public. Ils prennent moins d'espace sur le serveur, puis sont très accessibles au public. Mais tandis que les photos TIFF sont de qualité plus haute, puis prennent beaucoup plus d'espace sur les serveurs, puis on n'a pas le moyen de préserver tout dans cette manière. Mais pour les collections hautement prioritaires, on essaie de faire tout ce qu'on peut faire pour les numériser. Mais c'est un défi constant. Oui, je comprends. Oui. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Puis chaque jour, vous recevez probablement plus d'archives que vous pouvez numériser. Oui. Puis c'est pas une question seulement de numérisation, c'est aussi une question de conservation physique, parce qu'on n'a pas assez d'espace pour conserver même les documents physiques. Alors, c'est important de pouvoir accepter ou acquérir seulement ce qui rentre dans notre mission. Alors, la mission, c'est de préserver, de promouvoir les histoires des francophones et métis de l'Ouest canadien et surtout de Manitoba. Est-ce que ça complique les choses de ne pas avoir beaucoup d'espace ou de... Oui, parce que on ne peut pas accepter tout ce que les donateurs veulent nous donner. On a besoin de temps en temps dire non aux donateurs. Oui, puis, alors... Comment est-ce que vous décidez d'accepter, de dire oui ou non à certaines archives? Si ça rentre dans notre mission ou non. OK, wow. Alors, si ce sont des choses qui reflètent l'histoire de nos communautés, de la communauté francophone ici à Saint-Boniface, à Winnipeg, au Manitoba, même des communautés francophones de l'Ouest. Oui, on serait plus amenable à accepter ces documents. Également, nous avons une bibliothèque de référence. Alors, nous acceptons toujours des livres, des généalogies de famille, tout ça. Puis, ce qui est fun avec le Centre de patrimoine au Manitoba, c'est que
avec ces généalogies de famille, vous pouvez donner accès. Les gens peuvent venir à votre bureau puis C'est savoir ça. leur généalogie. Oui, et Oui. nous accueillons beaucoup de clients, mais je dirais beaucoup. C'est très mouvementé au centre, de lundi jusqu'à jeudi. Wow, c'est Oui, super. oui. Qu'est-ce que tu aimerais que le public comprenne plus au sujet de le rôle des archives, comme pour toi-même, c'est qui sont plus personnels? Qu'est-ce que tu aimerais que le public reçoit des archives? Ouais. Les archives sont à découvrir pour le public, mais avec restriction. Alors, c'est peut-être difficile pour le public à comprendre que des fois, on a des restrictions. Ce sont des restrictions que les donateurs ont mis sur leurs documents OK. pour des raisons diverses. Même chose avec la reproduction des documents. Des fois, les gens veulent faire de reproduction, des pancartes, des affiches, n'importe quoi. Mais s'il y a une question des droits d'auteur, c'est hors question. Il faut contacter le détenteur de droits d'auteur avant de pouvoir faire une copie. OK. Et c'est moi, comme l'archiviste en chef, qui doit transiger avec les clients dans ces domaines. Et parfois, je rencontre des gens qui ne sont pas satisfaits à notre réponse, mais parce qu'ils veulent l'information, ils veulent les informations tout de suite, avec pas de paperasse, aucune paperasse, mais des fois, c'est impossible ou c'est très difficile. On pourrait dire que comme les archives sont aussitôt protégées, qu'ils sont accessibles. Oui. Oui. C'est ça, c'est ça. Tandis que les bibliothèques sont faites pour des objectifs différents. Les bibliothèques ont des livres, des sources secondaires déjà publiées. Ça favorise le grand public. Oui. Il n'y a pas autant de restrictions là-dessus. Super. Je voulais juste dire qu'on balance, comme on doit équilibrer les requêtes des publics avec les besoins de conservation. Oui. Et c'est toujours un équilibre délicat. Oui, parce que c'est aussi tant important de conserver l'histoire que c'est aussi tant important de partager l'histoire. Il faut trouver le ballon entre le ballon parfait de ce que... Oui. Ouais. Oui, parce qu'on veut vraiment partager. Et l'autre chose que je voudrais dire, que c'est nous servons les communautés autochtones. C'est très important pour pouvoir partager les documents de leur communauté à eux-mêmes. Alors, nous donnons accès à ces communautés parce que ces communautés, ces documents reflètent leurs histoires. Oui. Et c'est important de leur donner accès à leurs propres documents. Mais en même temps, ça aussi, il y a des restrictions là-dessus. Alors, comme par exemple la fin de l'archidiocèse de Keewatin-Lapa, ils ont mis des restrictions sur leurs documents, même si ce serait bénéfique aux communautés de leur autoriser à consulter ces documents. Il y a des restrictions qu'on ne peut pas passer outre. Oh, OK. Wow. Puis, c'est-tu commun avoir des restrictions sur les archives? Oui, je dirais que oui, mais il y a quand même beaucoup de nombreuses collections dont il n'y a pas de restrictions. Oui, ouais. C'est vrai. Oui, puis j'ai une autre question pour toi. Dans les prochaines années, où est-ce que tu penses qu'est-ce que tu aimerais voir du Centre de patrimoine? Qu'est-ce que tu penses qui va être différent?
Même si le Centre de patrimoine soit aussi tant organisé qu'il est maintenant même plus organisé, d'avoir même plus de ressources pour les gens, d'avoir plus de connexions ou de facilité pour que Je vous donne un exemple. Oui, OK, vas-y. Oui, je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de documents dans notre base de données, dans notre base de données d'archives que tout le monde peut accéder, auxquels tout le monde peut accéder. Les documents ne sont pas, les photographies ne sont pas bien identifiées, ou que les personnes qui sont sur la photo ne sont pas bien liées les unes aux autres, les autres. Alors, ce serait bien de pouvoir étoffer, élargir et nos descriptions. Ouais. Et puis peut-être avoir l'aide des communautés autochtones pour pouvoir élaborer les descriptions de leur personnage, leur communauté. Parce que comme ça, si on n'a pas beaucoup sur la photo, c'est pas idéal. Oui, je comprends. Ouais, non, donc ça c'est vraiment une bonne façon de finir, je crois, on espère qu'on peut juste travailler ensemble pour juste élaborer nos connaissances de les archives. Oui. Et aussi de faire ça que le Centre de patrimoine est aussi bien qu'il est maintenant. Puis c'est ça. Ouais. Oui. Et pour finir, je veux aussi remercier tous les bénévoles, tous les clients, tous les anciens employés qui ont œuvré dans les archives pour ce qu'ils nous ont laissé. Oui, yeah. Mais merci beaucoup pour ce remerciement, Eva. Et je te remercie aussi pour cette belle entrevue. Nous avons touché plein de belles choses. On a touché la numérisation. Je peux même pas le dire. La numérisation. On a touché on a touché la religion dans les archives. On a touché qu'est-ce qu'on retouche des archives et comment aussi préserver les archives, qui est très important. Alors, merci beaucoup, Eva. Oui, bienvenue. Yeah. C'était un plaisir. J'espère que cet épisode vous aura donné envie d'explorer de l'histoire et peut-être même de partir à la découverte de vos propres archives. Un grand merci à Eva pour son expertise et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Alexandre Normando, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Joël Tétrault, notre mentor en patrimoine, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!